après, oui, oui, plus généralement, j'ai trouvé que les déclarations de Pavel Durov sont très très intéressantes. C'est pas la première fois que Pavel Durov, donc le PDG de Telegram, fait des sorties sur X Twitter, et je trouve qu'il décrit très très bien la situation, sachant qu'il moi, je le trouve plutôt objectif. Alors évidemment, les médias français vont dire il est russe, donc il est pro-Poutine parce qu'il est russe. Voilà, ça, il est le tribalisme des méchants russes. Mais en réalité, quand on voit, alors déjà, pour rétablir, on va dire les faits, il faut rappeler que Pavel Durov a obtenu la nationalité française de la part d'Emmanuel Macron en 2021. Donc, Mhm. s'il était totalement pro-Poutine et pro-russe, je ne pense pas que notre président de la République lui aurait attribué la nationalité française. Mais ce qui est intéressant, bon, après, on peut revenir à ce que c'était pas une stratégie pour en fait après le faire venir dans le piège français pour pouvoir l'incarcérer et lui faire du chantage pour pouvoir accéder à certaines données sur Telegram. Ça, je vais pas revenir dans le détail de cette affaire. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que Durov est courageux, c'est-à-dire il prend réellement position. Alors maintenant, et d'ailleurs, il prenait position alors même qu'il était assigné à résidence en France avant de quitter la France pour Dubaï. Il avait Ok. déjà fait des déclarations hostiles à Emmanuel Macron et aussi à notre directeur de la DGSE, Nicolas Lerner, qui lui avait a priori demandé on va dire, d'intervenir, de pratiquer l'ingérence pour éviter la fameuse ingérence russe sur certaines élections en Europe de l'Est. Mais en tout cas, c'est intéressant parce qu'il prend clairement position contre le chef d'État et pas contre la France dans son ensemble. Il a une position qui est très nuancée et il décrit, je trouve remarquablement, le climat politique en France, où là, dans sa déclaration et dans ses tweets, j'invite les auditeurs à aller les lire, il expliqua que Macron est dans une situation euh, interne très très délicate en France, donc il veut mettre en place un régime de censure à son profit. Et je rappelle qu'Emmanuel Macron, il y a quelques jours, expliquait que les Français avaient tort de s'informer sur les réseaux sociaux et via les médias alternatifs, mais qu'il fallait faire confiance aux médias traditionnels, en fait subventionnés. Donc là, il a pas redit qu'il fallait un ministère de la vérité, mais en gros, il dit les Français, soyez responsables, allez, informez-vous grâce aux vrais journalistes et aux vrais médias qui délivrent la bonne parole et la vérité. Et on voit bien que Durov, en parlant de goulag numérique, je pense, a bien ciblé le problème. Alors déjà, c'est un acteur du monde numérique et des réseaux sociaux, sachant que Telegram est une plateforme au succès incontestable, et je pense que beaucoup d'entre nous utilisent cette plateforme malgré le fait que le pouvoir français, on va dire, se soit immiscé dans certains fonctionnements lors de l'incarcération de Pavel Durov. Mais en tout cas, ce que décrit Pavel Durov, c'est une réalité factuelle. Et je pense que Mhm. c'est très très intéressant d'avoir un leader de la tech, même s'il est russe, parce qu'en fait, il était clairement pas pro-Poutine. Telegram, c'est pas du tout, contrairement à ce que pourraient penser certains, une plateforme qui est pro-Poutine et pro-Kremlin. C'était justement plutôt le côté cypherpunk des Russes qui voulaient être plutôt indépendants. Mais en tout cas, le goulag numérique se met en place et je pense que c'est très très bien ciblé. Et évidemment, moi j'ai ri. Alors même si on est en période de Noël, quand on regarde l'actualité, on voit que Thierry Breton est quand même revenu malgré lui beaucoup dans l'actualité. Mais c'est sûr que quand on voit le censeur censuré pour aller aux États-Unis parce qu'en fait les Américains, il faut le rappeler, le censurent pour avoir été à l'origine et avoir fait acter le Digital Service Act. Oui. D'ailleurs, avec un mot, c'est copié sur les Américains, un Digital Service Act, c'est voilà. Et Thierry Breton Totalement. euh, est désigné comme l'artisan principal de ce DSA, et on se souvient de ses passes d'armes avec Elon Musk qui avait fait beaucoup Exactement. parler, où il avait dit l'oiseau volera selon nos règles dans l'Union européenne. Mais c'est intéressant parce que les Américains, et c'est là où on peut quand même saluer l'effort de l'administration Trump,
Certains disent oui, Trump, Kamala Harris, on s'en souvient, ils disaient c'est pareil. Ben non, c'est pas pareil, puisqu'on aurait eu des démocrates et Kamala Harris au pouvoir aux États-Unis, les choses auraient été quand même bien plus, enfin, totalement différentes sur beaucoup de sujets, et Bien notamment sûr. sur la censure du numérique. On peut mettre quand même au crédit de l'administration Trump de permettre cette rivalité ou cette concurrence entre un modèle de goulag soviétique de l'URSS et une Mmh. liberté d'expression américaine euh, qui est sauvegardée et sanctuarisée par la Constitution. La liberté d'expression aux États-Unis, elle est sanctuarisée et sacralisée par la Constitution américaine. Et c'est là où on voit qu'on est on a vraiment deux conceptions qui sont différentes et totalement opposées, plus que différentes, c'est totalement opposé. Et ça peut nous servir à nous, peuple européen, dans une situation où le monde numérique est totalement américanisé, c'est-à-dire la tech vient du monde américain, on voit bien que ça peut nous profiter, parce que de toute manière, on est largué en termes d'économie et de structuration des infrastructures numériques. Et ben autant, on va dire, autant s'adosser à la technologie américaine pour ce qu'elle a de meilleur. Alors après, je mets tous les guillemets et les précautions d'usage, puisqu'en réalité, on voit qu'il y a aussi une censure sur les plateformes qui viennent du DSA, mais pas seulement. Il y a aussi une modification des algorithmes, des shadowbans qui viennent des États-Unis, notamment sur certains sujets. On pense deviner lesquels. Et ça existe. Mais par contre, ce n'est pas une censure directe comme veut l'orchestrer l'Union européenne. L'Union européenne, elle veut en fait l'identité numérique et qui est les mêmes règles. Alors Emmanuel Macron explique ça comme ça, il dit il faut qu'il y ait les mêmes règles dans le monde physique, biologique et dans le monde numérique, voilà, qui est la même responsabilité. Et justement, c'est dangereux, puisqu'en fait, ça va permettre de bâillonner l'entièreté des opposants. Vous avez traité beaucoup le sujet des sanctions envers Xavier Moreau. En fait, on peut faire le lien entre la sanction d'un Xavier Moreau qui est, on va dire, une figure très importante des médias alternatifs et en tout cas un relais de la position russe Mmh. dans le conflit russo-ukrainien. Et on voit qu'il y a une criminalisation des opposants à l'intérieur du goulag numérique de l'Union européenne. Et je trouve que c'est intéressant pour les Américains de criminaliser d'une certaine manière ceux qui sont les promoteurs et en tout cas les architectes de la censure numérique, parce que ça rétablit un certain équilibre, sachant que, il faut le dire, les sanctions américaines sont totalement légales, puisqu'en fait c'est une administration nationale qui réglemente l'autorisation d'aller sur le sol ou pas américain, alors que pour le cas de Xavier Moreau, les sanctions de Xavier Moreau et pour d'autres, c'est totalement illégal. C'est-à-dire que ce sont des décisions de la Commission européenne, comme ça a été le cas notamment avec Sputnik et RT, et ça n'a aucun fondement légal sur les droits nationaux. Voilà. C'est pas l'administration française qui empêche Xavier Moreau de venir sur le sol de l'Union européenne, c'est un paquet de sanctions de l'Union européenne, et ça montre déjà le transfert en termes de liberté d'expression et même de régime de censure envers l'Union européenne. Et ça, c'est très, très inquiétant. Et pour revenir sur Thierry Breton, je pense qu'il peut se rassurer, hein, Thierry Breton, puisqu'il est défendu par une personnalité politique que les Américains nous envient. It's Nathalie Loiseau qui fait Mais oui. trembler qui fait trembler l'Amérique entière. Voilà, même si Emmanuel Macron, euh, quand on regarde les déclarations d'Emmanuel Macron et de Nathalie Loiseau, Emmanuel Macron, avec tous les défauts qu'il a, il est quand même beaucoup plus, on va dire, il se protège beaucoup plus et il va beaucoup moins loin dans les déclarations, alors que Nathalie Loiseau, elle dit n'importe quoi. C'est-à-dire, elle dit, en gros, il faut interdire au ministre de la Santé de venir en Europe. Elle dit qu'il faut mettre en place des régimes de sanctions totalement délirants, c'est-à-dire presque empêcher des grandes personnalités américaines de venir, alors qu'Emmanuel Macron, il a juste dit c'est pas bien. Non, non, nous, il faut que l'Union européenne soit souveraine. Il parle d'ailleurs, il dit toujours l'Union européenne soit souveraine. Il dit pas les peuples européens. Mais en tout cas, voilà, quand on voit Nathalie Loiseau
et de l'autre côté, l'administration Trump, notamment avec Rubio, on se dit que bon, on n'a pas les mêmes armes de chaque côté. Et malheureusement pour nous, ou heureusement pour nous, parce que là, il faut le voir aussi de deux manières, je pense que c'est de toute manière une bonne chose que les censeurs en Europe soient mis sur le devant de la scène comme ça et qu'il y ait ce débat. Parce qu'en fait, là, au niveau international, on parle de goulag numérique en Europe et je pense que ça, c'est une très très bonne chose pour nous, pour vous, médias alternatifs, et pour les gens qui ont, on va dire, un son de cloche différent sur les événements du monde. Voilà. Je pense que c'est très très intéressant. Le problème, c'est quand même que nos médias nous assaillent de fausses informations et traitent l'information comme si toujours, bien sûr, ce sont les foucades de Trump, le dictateur Trump. C'est quand même présenté beaucoup comme ça dans nos médias mainstream. C'est ça qui est problématique. Il n'y a pas réellement de débat à savoir si Breton est ou non un censeur censuré. Oui, mais je pense... Oui, mais... Mais ça crée quand même il y a une telle différence. Là, il y a une telle différence entre, tu as raison, le traitement de l'information, et c'est de plus en plus le cas sur tous les sujets. Il y a une telle différence entre le traitement de l'information des médias de grand chemin, les grands médias subventionnés et les médias alternatifs. Il faut le dire. Alors après, il faudrait voir, on en a déjà souvent parlé, mais là, il y a une cassure qui est en train de se faire sur le traitement de l'information. C'est-à-dire là, les grands médias ne traitent plus l'information. Il y a plus réellement d'analyse politique, et même sur les médias d'opinion comme CNews, des fois je m'amuse un petit peu à regarder, il y a plus d'information en réalité. C'est en fait, on traite les sujets pour délivrer un message. Alors ça, nous, on peut le faire aussi. Hein, y a pas de, faut pas exagérer la chose. Mais il y a même plus l'objectivité, par exemple, de présenter des opinions différentes. Par exemple, vous voyez là, quand j'ai parlé, j'ai dit, Emmanuel Macron a déclaré qu'il fallait protéger la souveraineté numérique en Europe, et Pavel Durov, lui, dit que c'est un goulag numérique. Quand vous écoutez LCI ou CNews, maintenant, vous n'avez même pas les opinions contradictoires. On vous dit Xavier Moreau, c'est un méchant agent russe, il faut le sanctionner parce qu'en fait c'est la marionnette de Poutine, voilà. Et on vous dit pas ce que dit Xavier Moreau. Vous voyez, on vous dit qu'une chose. On vous incite pas à aller voir éventuellement ce qu'il a produit ou quelle déclaration il a faite sur tel ou tel sujet. Et je pense que là, c'est quand même en train de faire une cassure. Et d'ailleurs, il faut le dire, les services de renseignement qui abreuvent Emmanuel Macron de ces fameuses notes là. On a appris que Emmanuel Macron était friand et avait une note des services de renseignement tous les matins ou tous les soirs, je sais plus. Il le voit ça. C'est-à-dire en fait, quand Emmanuel Macron dit les moins de 30 ans ne s'informent plus par les journaux traditionnels et par les médias traditionnels, ça veut dire attention. Là, on a souvent parlé du contrôle de narratif. Là, en fait, il y a une cassure qui est en train de s'opérer. C'est pour ça qu'ils veulent absolument renforcer le régime de censure, parce qu'ils s'aperçoivent que les gens, on va dire, qui essaient de se faire une opinion, et je suis gentil, les gens qui essaient de se faire une opinion ne vont plus consulter les médias traditionnels. Et en plus, il y a une baisse. Alors, il y a le scandale, on va pas en parler, voilà, je peux pas pour pas perdre trop de temps, mais il y a le scandale de l'audiovisuel public. C'est-à-dire là, il y a un discrédit qui est total envers le service public en France. Et on voit aussi qu'il y a des baisses de courbes en termes de comment dire, d'audience des médias traditionnels, voilà, d'audimat. Et ça, en fait, ils le voient. C'est-à-dire là, il y a une réelle perte en termes de contrôle du narratif. Et je pense que c'est ça qui les inquiète. Et c'est pour ça que le régime de censure va se renforcer, puisque eux, ils n'arrivent pas à reprendre en main le narratif. Donc en gros, quand on n'arrive pas à reprendre en main le narratif, il faut débrancher, on va dire, l'alimentation, l'électricité de la télé, de l'information alternative. Et je pense que ça, ils vont 2026, et d'ailleurs Emmanuel Macron n'a parlé que d'un projet de loi pour 2026 et qu'il était urgent, c'est la fameuse censure des réseaux sociaux pour les moins de 16 ou les moins de 15 ans, c'est la priorité d'Emmanuel Macron. Il l'a dit. Et je pense que c'est son seul objectif de 2026. Et malheureusement, je pense qu'ils vont essayer, enfin en tout cas, ils vont s'y atteler au niveau de l'Union européenne. Après, on sera peut-être aidé, alors j'aime pas parler comme ça, mais on sera peut-être aidé par des forces extérieures. Voilà. Bien, Marc-Gabriel, en tout cas, tu peux voir en effet le traitement de l'information et puis l'oiseau qui attaque Kennedy avec hier
les informations autour de Noël, la seule information qui est sur BFM, c'est attention, le pic de la grippe. Ils nous ramenaient les médecins de plateau, les CBAG, etc. C'est bien le vaccin, il n'y a pas d'effet indésirable, il faut se faire vacciner, il n'y a pas de grippe bénigne. Enfin, on n'avait que ça. On en est encore là. Mais on en est encore là. Alors après, c'est à qui ça parle. En fait, c'est ça. Parce que quand on regarde, là, avant Noël, il y a eu encore les débats ridicules. Ne faites peut-être pas la bise et des câlins à papy, mamie, parce que vous allez peut-être les tuer avec la grippe. Enfin, je veux dire, on est reparti à ce niveau-là. Alors, ils ont quand même évacué le Covid, hein, il faut le dire. Enfin, ils refont le coup avec la grippe. C'est-à-dire, on a eu Mathias Vargon. Enfin, moi, on a quand même le célèbre Mathias Vargon qui a expliqué qu'il ne fallait plus. Ils ont refait exactement le même coup. Il ne fallait plus accueillir les gens non vaccinés pour la grippe à l'hôpital. C'est-à-dire, on a un contrat social qui est la sécurité sociale, il explique. Il dit, tous ceux qui sont pas vaccinés contre la grippe, on les accueille plus pour les soins à l'hôpital. Enfin, les mecs sont complètement, ils rebasculent à chaque fois dans la folie. Et ces mecs-là devraient être poursuivis. Hein. Je le dis, un médecin qui ose parler comme ça devrait être poursuivi parce que là, on est vraiment totalement contre le serment d'Hippocrate. Il devrait être poursuivi devant l'ordre et ces gens-là devraient être radiés. Sauf que Mathias Vargon, il fait de la politique. Alors après, soi-disant, il est bon bref, je vais pas aller au-delà, mais on a repris exactement les mêmes éléments du narratif, mais au final, ça touche qui? Alors j'en ai vu. Alors malheureusement, en province. J'ai vu quelques-uns avec le fameux masque. Il y en a quand même qui remettent le masque. Mais en fait, quand vous voyez le profil, c'est des gens riches, vieux. C'est toujours un peu les mêmes, quoi. C'est les macronards qui iront jusqu'au bout à l'abattoir. Voilà. Mais en tout cas, c'est inquiétant, même si je pense que la majorité de la population est vaccinée contre le narratif sanitaire. Je pense. J'ai cet optimisme-là. Voilà. Et je pense pas que ça fonctionne de toute manière. Bien, Marc-Gabriel. Allez, un sujet économique, la bulle de l'or qui menace les marchés. Qu'est-ce que ça veut dire? L'or menace les marchés maintenant. Tiens. Alors là, c'est hyper important. Je tenais à en parler aujourd'hui, puisqu'il y a eu un rapport de la Banque des règlements internationaux qui s'alarme sur la bulle de l'or. C'est pas une bulle, hein. Je vous le dis clairement, c'est pas du tout une bulle, mais elle explique que le comportement, alors ça c'est les termes dans le rapport, c'est la Banque des règlements internationaux de Bâle qui explique, donc la Banque centrale des banques centrales, qui dit que le comportement des particuliers, ça c'est très intéressant, des particuliers qui cherchent à aller vers une valeur refuge comme l'or et qui sont en train de faire exploser le cours. Je rappelle que le cours de l'or a dépassé les 4000 $ et qu'on est à une progression de plus 60% sur 2025. Donc là, au niveau investissement, vous savez que quand vous avez acheté de l'or, vous n'êtes pas trop mal. Sur GP, ça vous a été annoncé plusieurs fois, notamment dans la revue. Et la Banque des règlements internationaux explique que ça, c'est en train de mettre en péril l'activité des marchés, à la fois les marchés actions, mais aussi les obligations, puisqu'en fait, il y a un renchérissement de la vraie monnaie, qui est l'or, qui est le métal jaune, et c'est problématique, puisqu'en fait, ça met en péril les réserves des banques centrales, des banques centrales nationales, et en fait, en gros, pour vous le faire simplement, dans le rapport, la Banque des règlements internationaux dit nos monnaies fiat sont en train de se déprécier trop vite par rapport à l'or et l'argent, et ça menace le système financier mondial. Alors pourquoi je dis que c'est intéressant, c'est parce que je l'ai dit plusieurs fois à ton micro, mon cher Nicolas, y a une volonté de revaloriser l'or quoi qu'il arrive de la part des banques centrales. Sauf que ça doit se faire sous contrôle et ça doit se faire pendant la mutation du système financier international vers la tokenisation. C'est-à-dire, on doit muter du système financier traditionnel vers le système financier du tout numérique où tous les actifs seront tokenisés. Et pour qu'il y ait une tokenisation des actifs, il faut qu'il y ait une identité numérique qui soit instaurée et déployée à l'ensemble des acteurs, donc des particuliers, mais aussi des grandes banques. Il faut qu'il y ait les stablecoins, etc. Et ça, c'est fondamental. Et en fait, là, ce que dit la Banque des règlements internationaux, elle est en train de dire que l'or est en train de monter trop vite au détriment des banques centrales et qu'en fait, les particuliers sont en train de s'emparer de la vraie monnaie
au détriment des banques centrales. Alors que le projet, c'est que les particuliers n'achètent pas de l'or. Voilà. Et je peux mettre l'argent aussi dans l'escarcelle, puisqu'en fait, l'argent a dépassé les $70. Voilà. Et je le dis à ceux qui nous écoutent. Alors moi, j'avais annoncé en 2020, donc 2020, on n'était pas sur ces cours-là, mais on était à $1 500 l'once, etc. D'or. J'avais dit en 2030, on sera sur $10 000 l'once d'or et on sera à $200 l'once d'argent. Et je pense que sur 2030 ou fin 2030, on sera sur cette trajectoire-là. Donc préparez-vous. Et contrairement à ce que dit la Banque des règlements internationaux, on n'est pas sur une bulle. En fait, c'est justement la bulle qui est peut-être enfin en train d'éclater. Et la bulle, c'est pas n'importe laquelle, c'est la bulle des monnaies fiat qui est adossée à la dette mondiale. Donc là, en fait, il y a une dépréciation qui est en train de s'orchestrer. Alors, c'est pas bon, hein. C'est pas bon pour les économies, hein. Mais en fait, on voit bien que, j'en ai parlé la semaine dernière, il y a une réelle crainte sur le fait que les politiques d'assouplissement quantitatif, c'est-à-dire les politiques de planche à billets, n'aient plus prise sur les économies et que ça ne soit plus possible de faire ce qu'on a fait dans les années 2010, après la crise des subprimes. Donc en fait, l'or a un boulevard devant lui. Il y aura peut-être évidemment des petites corrections, c'est-à-dire ça peut arriver qu'il y ait des mouvements justement pour décourager certains porteurs et décourager certains à investir dans le métal jaune. Mais en fait, là, il y a une déflagration qui est en train d'arriver et ça inquiète la Banque des règlements internationaux puisque ça ne se fait pas sous son contrôle. Voilà. Et je tenais à le dire et j'incite les gens, je ne suis évidemment pas conseiller financier, mais j'invite les gens face à la pyramide de dette mondiale qui s'accumule, j'invite les gens à aller vers les valeurs refuges que sont l'or et l'argent métal. Voilà. Et si vous pouviez faire fructifier votre épargne sans y passer des heures ? Entre les taux qui baissent, les frais qui grimpent et le temps qui manque, épargner intelligemment semble compliqué. Mais grâce à la lettre confidentielle de Géopolitique Profonde, c'est simple. Chaque mois, nos experts décryptent pour vous les meilleures stratégies financières, les placements malins et les solutions pour faire grandir votre épargne sans prise de tête. Vous aurez accès à des conseils concrets, des analyses pointues et des solutions adaptées à votre profil. Parce que votre argent mérite d'être bien placé. Abonnez-vous à la revue mensuelle de Géopolitique Profonde et reprenez le contrôle de votre épargne.